Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 13 novembre. Le peuple sahraoui boucle la deuxième année de reprise de sa lutte armée légitime contre l'occupant marocain qui a violé l'accord de cessez-le-feu. Un deuxième anniversaire marqué par la reprise des efforts internationaux en vue de résoudre le conflit dans la dernière colonie d'Afrique, soutenue par une grande manifestation à Madrid. Ouverture d'un couloir humanitaire au Tigré, gouvernement éthiopien et rebelles acceptent un accès humanitaire à tous ceux dont le besoin dans cette région en proie depuis 2 ans à la guerre. Un tragique accident de la route en Égypte fait 20 morts dans le delta du Nil, dans le nord du pays. Le parquet accuse le chauffeur qui téléphonait au volant. Et aux États-Unis, le président américain Joe Biden s'est dit renforcé pour aborder des discussions cruciales avec le président chinois Xi Jinping après le succès inattendu des démocrates aux élections de mi-mandat. Bonjour à tous. Le peuple sahraoui boucle ce dimanche la deuxième année de reprise de sa lutte armée légitime contre l'occupant marocain qui a violé le cessez-le-feu, je vous le disais, en titre de 1991 avec le Front Polisario à la suite de l'agression militaire qu'il a menée le 13 novembre 2020 contre des manifestants sahraouis pacifiques dans la zone tampon d'El Guergarat. Le deuxième anniversaire de la rupture par Rabat de l'accord de cessez-le-feu est marqué par la reprise des efforts internationaux en vue de résoudre le conflit dans la dernière colonie d'Afrique. Et la légitimité de la lutte du peuple sahraoui soutenue en Espagne où la coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental a appelé hier lors d'une imposante marche qu'elle a organisée à Madrid à la tenue sans délai d'un référendum d'autodétermination dans les territoires sahraouis occupés par le Maroc. Mohamed Amina Berkan. C'est sous le slogan « Ils ne nous feront pas taire, Sahara libre maintenant, la seule solution est l'autodétermination » que la marche s'est déroulée de la Cala Tocha à la place Santana de la capitale espagnole. Les manifestants qui ont parcouru les rues de Madrid ont porté des banderoles sur lesquelles étaient écrits notamment « Free Sahara » et « Human Right Now ». Nous sommes ici pour dénoncer toutes les violations, non seulement contre le peuple sahraoui, mais aussi contre le peuple africain. Le massacre et l'impunité que le Maroc reçoit aux Nations Unies et qui est approuvé par ce gouvernement. Le Maroc ne viole pas seulement les droits du peuple sahraoui, il viole aussi les droits de tout un continent. Sur le changement de position du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez en faveur du plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, les manifestants ont tenu à rejeter le sinistre plan marocain d'autonomie au Sahara occidental, affirmant que cette décision, en sus du fait qu'elle soit injuste, ignore délibérément le devoir et la responsabilité de l'Espagne en tant que puissance administrante. C'est une mauvaise décision. Elle est très éloignée de la position traditionnelle du gouvernement espagnol. Elle a été rejetée par les partis politiques et les groupes parlementaires et par la société civile qui manifestent maintenant contre cette décision. Une décision qui ne convient pas à un pays qui reste la puissance administrante du territoire du Sahara occidental, à savoir l'Espagne. Cette marche a été organisée à l'occasion du 47e anniversaire de la signature des accords tripartites de Madrid qui avaient établi la partition illégale du territoire du Sahara occidental occupé depuis 1975 par le Maroc. Et nouvelle victoire diplomatique pour la Palestine, la 4e commission des Nations Unies chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation a achevé les travaux de sa 77e session en adoptant 6 projets de résolution en faveur de la Palestine et le programme de travail de la prochaine session de 2023.
Les projets de résolution portent notamment sur les pratiques et activités d'implantation de l'entité sioniste dans les territoires occupés. Safwan Ben Sabri. La 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, la commission des questions politiques et de la décolonisation, a adopté la décision de la Palestine de demander un avis consultatif juridique de la Cour pénale internationale sur l'existence de l'occupation israélienne dans les territoires de l'État de Palestine, y compris Al-Quds. 98 pays ont voté en faveur de la résolution, tandis que 17 pays s'y sont opposés et 52 se sont abstenus. La sous-secrétaire générale aux droits de l'homme de l'ONU a indiqué que les projets de construction de colonies de peuplement se poursuivaient avec la construction de 9200 logements en Cisjordanie occupée et l'établissement de 16 nouveaux avant-postes. Le ministre des Affaires étrangères palestinien, Riyad al-Maliki, a salué le vote des États membres des Nations Unies en faveur de la résolution, mettant en lumière les actes de colonisation israéliens qui affectent les droits des Palestiniens. Pour rappel, l'année 2022 a été la plus meurtrière depuis 2006 pour les Palestiniens vivant en Cisjordanie occupée, avec pas moins de 121 martyrs, dont 27 enfants. Et à noter que l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, s'est félicitée hier soir des projets de résolution en faveur de la cause palestinienne et salué les propositions, plutôt les positions des pays les ayant soutenus, soulignant que celles-ci dénotaient l'appui de la communauté internationale aux droits légitimes du peuple palestinien. Ouverture d'un couloir humanitaire au Tigré, je vous le disais en titre, le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré ont accepté hier un accès humanitaire à tous ceux dans le besoin dans cette région en proie depuis 2 ans à la guerre. L'annonce a été faite suite à des discussions dans la capitale kenyane, Nairobi. Nariman Zekar. Un pas notable vers la mise en œuvre d'un accord de paix signé début novembre entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré. Les deux parties ont accepté d'accorder un accès humanitaire à tous ceux dans le besoin au Tigré, en proie depuis 2 ans à une grave crise humanitaire. L'accord signé par le chef d'état-major des forces armées éthiopiennes et le commandant en chef des forces rebelles du Tigré prend place dans le cadre des discussions dans la capitale kenyane Nairobi sur la mise en œuvre de l'accord de paix signé en Afrique du Sud le 2 novembre dernier. Nous voulons exprimer notre engagement total à apporter la paix et la stabilité à notre peuple et à notre pays. Par conséquent, nous nous consacrerons pleinement à la mise en œuvre de l'accord de Pretoria et de la présente déclaration. Nous avons souffert d'une misère indicible au cours des 2 dernières années et nous continuons à souffrir. L'engagement que nous prenons aujourd'hui s'inscrit dans l'espoir et l'attente que la souffrance de notre peuple prenne fin et bientôt. Le document signé prévoit également des garanties de sécurité pour les travailleurs humanitaires, une action avec effet immédiat selon l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, envoyé spécial de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, présent à la signature de l'accord. Initialement défaites, les forces rebelles du Tigré ont repris le contrôle de la majeure partie de la région courant 2021 lors d'une contre-offensive qui a débordé et les a vus s'approcher d'Addis Abeba. Les rebelles se sont ensuite repliés vers le Tigré, depuis coupés du reste du pays, privés d'électricité et de réseaux de télécommunications. Toujours dans l'actualité en Afrique, pour la 2e fois en 2 semaines, des milliers de Soudanais ont manifesté hier devant la délégation de l'ONU à Khartoum pour protester contre les ingérences internationales visant à relancer la transition démocratique dans leur pays. Les manifestants dénoncent désormais aussi le seul plan de sortie de crise, jusqu'ici apparemment envisagé par les civils et les militaires. Il s'agit d'une proposition de constitution élaborée par l'association pro-démocratie du bureau soudanais, appelant à un gouvernement civil.
Tout compromis entraînera ce pays dans une véritable crise. Et nous, les jeunes du Soudan, nous voulons pas de ces partis et de leurs accords. Si un gouvernement est censé émerger, il doit être le résultat d'élections. Nous descendrons dans les rues, sur les places, chaque jour, dans chaque ville, dans chaque coin pour protéger ce pays, pour préserver son unité et sa sécurité, non au mandataire. Et je vous en parlais en titre, tragique accident en Égypte où 20 personnes ont été tuées hier quand leur minibus s'est renversé dans un canal du delta du Nil dans le nord du pays selon le parquet accusant le chauffeur qui téléphonait au volant. Il a été arrêté et de premières analyses ont révélé qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Moins dramatique, mais tout aussi spectaculaire aux États-Unis. 2 avions de la Seconde Guerre mondiale ont heurté le sol hier lors d'un show aérien à Dallas, au Texas, selon les autorités américaines qui ne disposent pas encore de bilan des victimes. Vers 13h15 heure locale aujourd'hui, 2 avions étaient en vol. L'un est un B-17, l'autre est un P-63. Le B-17 a normalement un équipage de 4 à 5 personnes. C'est ce qui se trouvait dans l'avion. Et le P-63 était un avion de chasse à pilote unique. Il y a eu un accident. Il fait l'objet d'une enquête par la FAA en ce moment. Les États-Unis où les élections de mi-mandat ont visiblement réussi aux démocrates. Le président américain Joe Biden a déclaré ce dimanche que le succès inattendu des démocrates l'avait placé dans une position renforcée pour aborder des discussions cruciales avec le président chinois Xi Jinping. Félicitations au sénateur Schumer, il a de nouveau la majorité. Nous allons maintenant nous concentrer sur la Géorgie. Nous nous sentons bien là où nous sommes et je sais que je suis très optimiste, mais je ne suis pas surpris par la participation. Je suis incroyablement heureux. Je me sens bien et j'attends avec impatience les prochaines années. Et dans le conflit russo-ukrainien, Kherson est de nouveau sous contrôle ukrainien, et ce après l'annonce par la défense russe de la fin de son retrait de la rive droite du Dniepr. Des images filmées par l'ONG ukrainienne Ukrainian Witness ont montré des personnes célébrant l'arrivée des forces ukrainiennes. La Slovénie élit ce dimanche son président avec en position de favorite une avocate de renom, novice en politique, qui pourrait devenir la première femme à prendre la tête du pays alpin. Les sondages créditent Nataša Pirc-Musar de plus de 50% des intentions de vote, contre 44 à 49% pour son rival conservateur Hans Logar, ancien ministre des Affaires étrangères, vainqueur du premier tour du 23 octobre. En France, à présent, Mehran Karimi Nasri, réfugié politique iranien qui a vécu plus de 18 ans à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle et a inspiré le réalisateur Steven Spielberg pour son film Le Terminal. Il est mort hier après avoir dépensé en grande partie l'argent perçu pour le film. Il était revenu depuis quelques semaines à l'aéroport. Plusieurs milliers d'euros ont été retrouvés sur lui. Dans l'actualité également, les livraisons de carburant ont repris en Haïti, selon les autorités haïtiennes. La police ayant regagné le contrôle du plus important terminal pétrolier du pays après 2 mois de blocage par des gangs.
Ce que l'État haïtien fait est vraiment drôle. Ils ont augmenté le prix de l'essence sans fixer le tarif pour les passagers. Ça va être un problème. La réouverture des classes ne peut pas se faire parce que notre situation de vie est très précaire. On n'a pas ces moyens. Pour se rendre en province, on achète un gallon d'essence pour 33 €. Les passagers ne paieront pas le prix nécessaire. Cette situation est compliquée, d'autant plus que l'insécurité actuelle nous fait fonctionner au ralenti. Voilà, cette édition touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez la revoir sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.